Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit un homme qui observe le commerce français avec à la fois le regard d'un expert et l'expérience du terrain. À la tête de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, il est au cœur des grandes stratégies qui façonnent les centres commerciaux, les villes et plus globalement le commerce. Son rôle n'est pas seulement de représenter un secteur, mais c'est d'anticiper ses mutations, ses tensions et ses opportunités. Dans un contexte où le commerce physique doit se réinventer face au digital, face aux attentes environnementales et aux transformations urbaines, sa voix compte. Il défend l'idée que les lieux de commerce sont aussi des lieux de vie, d'emploi et de lien social. Son parcours entre grands groupes, représentation professionnelle, lui donne une vision holistique complète de l'écosystème. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Christophe Noël pour comprendre où va vraiment le commerce dans les territoires. Bonjour Lucas. Comment tu as envie de te présenter? Comment tu aimes te présenter en général? Oh, sans doute pas avec des mots aussi flatteurs que les tiens. Non, on va dire que là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, j'essaie d'être un observateur attentif et engagé aussi pour essayer de promouvoir ces lieux qui façonnent le vivre ensemble, qui nous permettent d'avoir des lieux partagés, des lieux intergénérationnels et des lieux dans lesquels, évidemment, des commerçants réussissent à exercer une activité qui leur permette de vivre et de subvenir aux besoins de la population. Tout le monde ne connaît pas forcément la FACT. Comment tu pourrais la décrire aujourd'hui? Alors la FACT, c'est l'ancien Conseil national des centres commerciaux. On a été pendant 37 ans actifs et connus sous ce nom-là, mais on a entrepris une mue. Au moment de mon arrivée, j'ai eu l'opportunité de faire changer notre identité et notre positionnement de deux façons. La FACT, en fait, rassemble d'abord les bailleurs, les investisseurs et les gestionnaires de lieux de commerce. On a à peu près 300 adhérents qui exercent tous les métiers qui sont de près ou de loin attachés à l'immobilier dédié au commerce. C'est vrai qu'on a une double casquette, on est à la fois du côté de l'immobilier et à la fois du côté du commerce. Ça fait de nous une fédération qui a un positionnement, je crois, bien identifié et bien maîtrisé. Tu es délégué général de la FACT. C'est quoi ton quotidien? Alors depuis presque 4 ans, on m'a confié la responsabilité donc de cette association. Alors mon quotidien, il est extrêmement varié parce qu'on a la chance quand même de s'intéresser à tous les sujets qui touchent de près ou de loin cette matière très vivante du commerce. Donc on peut s'intéresser vraiment à une foule de thématiques. Mais les raisons pour lesquelles nos adhérents adhèrent et ce qu'ils attendent de moi et de mon équipe, c'est qu'on soit évidemment à la fois vigilant sur les propositions qui, dans le débat public ou dans les projets de loi, dans les mesures que le gouvernement peut prendre par voie de décret, d'arrêté, et ainsi de suite, on veille aux intérêts de nos adhérents et également aux intérêts des commerçants, évidemment, puisque nos destins sont liés. Et si tu avais une priorité sur 2026, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir avant décembre? 2026, ça va certainement, sur le plan politique, être une année de transition. Et ça veut dire alors ça veut pas dire qu'on va être dans l'attentisme, mais d'abord on va essayer de se préparer pour les échéances de 2027. Il y a un certain nombre de propositions qu'il faut encore porter. On a une échéance quand même cette année qui est tout à fait importante. Ce sont les élections municipales qui vont décider de choix politiques très importants pour le devenir des centres-villes. Ça a pris beaucoup de place dans le débat public et la FACT, justement, ce que j'ai pas fini de préciser tout à l'heure quant à notre positionnement, c'est que on a cessé de ne s'intéresser qu'aux centres commerciaux pour s'intéresser à l'ensemble des typologies de lieux de commerce et en particulier donc les centres-villes qui, depuis la rentrée de l'été dernier, a vraiment concentré une grande partie de nos travaux. Il y a une foule de problématiques et des débats qui sont parfois très polémiques concernant le devenir des centres-villes, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir dans cet échange. Exactement, j'hésite à rebondir directement dessus ou de garder le fil conducteur, mais je crois que je vais rebondir directement dessus. J'ai aucune idée de ce que peut décider la maire et quel est l'impact sur le commerce, tu vois. Je me dis que c'est un maire de gauche, de droite ou qu'importe l'étiquette.
Qu'est-ce que ça va changer pour le fleuriste, pour le commerçant de bouche ou même pour le centre commercial? Alors, il y a une foule de dimensions. En fait, une des choses qu'on essaye de communiquer aux maires, aux décideurs publics et à nos adhérents aussi, c'est que le commerce, c'est pas en réalité une fin en soi. La vitalité du commerce dans un centre-ville, c'est le produit plus généralement de l'attractivité d'un centre-ville, mais pas simplement pour les commerçants et les chalands, les visiteurs qui viennent y passer du temps. C'est d'abord pour les habitants qui choisissent d'y vivre. Et également pour les salariés et les entreprises qui décident d'y implanter leur activité et d'y avoir des salariés. Et c'est d'abord ça, les conditions du bon fonctionnement du commerce en bout de chaîne, c'est d'avoir un centre-ville attractif, une communauté qui attire du monde et aussi, c'est très important qu'ils ne leur donnent pas de raison de ne pas venir. Alors, OK. j'inverse un peu par cette double négation la problématique, mais parmi les thèmes qui font débat aujourd'hui, il y a la question des mobilités, et particulièrement dans les grandes métropoles. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits et qui sont éminemment respectables, d'essayer de favoriser la qualité de vie des résidents au quotidien. On enlève les voitures, on met du vélo. Absolument. Ça, typiquement, c'est une bonne chose pour le commerce ou pas? Parce que je crois que j'ai entendu une interview, je crois que c'est des gens dans peut-être Rivoli ou autre, qui disaient que c'était catastrophique, parce que moins de voitures. Moi, je pensais que, en tant que jeune urbain, ça allait être plutôt positif. Il dit non, au contraire, ça enlève du trafic. Alors, il y a moins de voitures, mais il y a beaucoup plus de piétons sur la rue de Rivoli. Si on prend cet exemple-là, évidemment, l'exemple de Paris, il est pas antistique parce que, d'abord, c'est une politique anti-voiture qui a été engagée il y a déjà longtemps. Hein. C'est pas Anne Hidalgo, c'était Bertrand Delanoë, bien avant, qui a décidé effectivement de réduire la place octroyée à la voiture dans les centres-villes. Et ça, c'est un choix politique qui m'appartient pas de juger. Il y a l'idée de dire il faut diminuer la pollution, il faut juste réallouer l'espace public en fonction de priorités et de choix, encore une fois, qui sont tout à fait respectables. Et dans l'ensemble, de toute façon, là où la piétonisation avance, la qualité d'environnement pour le commerçant, pour les piétons, pour les visiteurs, pour les habitants, elle progresse. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais très souvent, la confusion qui est faite, c'est entre réaménager l'espace public en faveur de nouvelles mobilités douces, et néanmoins permettre quand même au centre-ville de demeurer accessible par tout moyen aux habitants des périphéries. Et c'est là où, sur la ville de Paris, et sans vouloir polémiquer, il y a quand même quelque chose qui ressort de façon évidente, là encore sur les 10-15 dernières années, c'est qu'on a petit à petit fermé les accès à la voiture depuis l'extérieur, et comme par hasard d'ailleurs, on a commencé par les communes du nord de Paris, en verrouillant vraiment les accès, en réduisant complètement les chaussées pour les voitures. Et puis là, le dernier mouvement, c'est d'avoir augmenté drastiquement les prix du stationnement, aussi bien en surface que dans les parkings, ce qui dissuade évidemment un grand nombre de personnes de se rendre à Paris en voiture quand ils pouvaient en avoir l'habitude. Et ça a un changement en fait sur le profil des visiteurs. Et ça a des effets qui sont pas les mêmes selon les quartiers que l'on considère. Alors, je vais rester sur l'exemple de Paris, si vous voulez. Si tu veux. Alors, d'abord sur les quartiers centraux, en fait. On a vu qu'effectivement, il y a eu un changement de l'offre commerciale qui a correspondu, en fait, au changement de la typologie des visiteurs qui se rendent dans le centre-ville de Paris. Typiquement, voilà, moins de visiteurs donc qui viennent en voiture, comme je l'ai expliqué, et au bénéfice, très certainement, d'une population plus touristique. Le tourisme à Paris ne s'est jamais aussi bien porté. On a vu des hôtels fleurir absolument partout. La ville se démène pour lutter contre Airbnb, mais tout ça a quand même entraîné. J'ai pas envie de parler de muséification parce que Paris, ça reste une ville en réalité très active. Il y a plein d'entreprises, à peu près dans tous les quartiers centraux de Paris. Donc, c'est un peu caricatural d'employer ce terme, mais néanmoins, la part qui est dévolue finalement à la clientèle touristique, elle est très importante. Et l'offre, elle a muté autour de ça, avec une progression très importante de la restauration rapide, des petits cafés, et de tout ce qui fait le sel de la vie parisienne aux yeux d'un certain nombre de touristes, donc les petites boutiques, les petits commerces, ou les pâtisseries de luxe, par exemple. Ok. J'ai deux questions. Je pense qu'à la base, il devait faire 1 heure ce podcast, mais il va en faire 3. Je vends des vêtements à Dijon. Est-ce que j'ai intérêt, moi, je regarde que mon nombril,
à ce qu'il y ait des voitures en bas de chez moi parce que ça apporte du trafic, ou au contraire, il faudrait, je dois voter pour celui qui va me les enlever, si on est bête et méchant? Alors, je suis ravi qu'on parle des villes de province. Il se trouve que la FACT a produit une étude très conséquente avec l'aide de notre adhérent et partenaire Codata, qui est connu pour documenter justement l'offre commerciale des villes françaises et de toutes les typologies de commerce, et notamment qui publie chaque année un digest qui fait date dans l'agenda des journalistes parce que chaque année, il mesure la progression de la vacance en France et malheureusement depuis... Je rappelle la vacance pour ceux qui ne connaissent pas trop les commerces, c'est l'inoccupation Alors, des boutiques. La méthode de Codata, elle est relativement simple, même extrêmement basique. C'est de dire, j'ai une polarité commerciale, que ce soit un centre commercial ou un centre-ville, j'ai 100 boutiques, il y a 12 rideaux baissés, le taux de Voilà. vacance, c'est 12%. Ok. Ils se préoccupent pas de la taille de la boutique, Ouais, de ses je sais pas, le mètre caractéristiques carré, et autres. c'est Ils les connaissent pas. Donc, mais la méthode, elle est constante Ouais, dans bien le sûr, bien temps. sûr. Donc, ça permet vraiment De bien voir de se faire l'évolution. une idée quand même sur l'évolution. Et puis, ils mesurent pas que la vacance, ils mesurent la nature de l'offre, qu'est-ce qu'on y trouve et ainsi de suite. Et on va y revenir parce que les choses changent très vite. Bon. Et donc, on a fait une étude très poussée avec Codata pour regarder comment la vacance commerciale avait évolué justement au cours des 2 dernières mandatures municipales. Et ce qu'on a vu, c'est que dans les villes moyennes, la mandature 2014-2020, elle a été marquée par une véritable flambée de la vacance commerciale dans les villes moyennes françaises. C'est notamment à cette époque qu'a été mis en œuvre le plan Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain pour venir en aide justement aux collectivités en proie à des grandes difficultés en matière de commerce. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que la pente de cette croissance de la vacance s'est fortement réduite lors de la dernière mandature, et particulièrement dans les villes de 50 à 100 000 habitants. Là, on a carrément vu une stagnation de la vacance commerciale dans cette typologie de ville, ce qui montre bien qu'un grand nombre d'entre elles, elles sont 48% en fait à avoir réduit ce niveau de vacance commerciale. Ça ne veut pas dire qu'elles ont résolu le problème, mais en tout cas, pour certaines d'entre elles, elles l'ont même réduit dans des proportions formidables. C'est le cas notamment de Vichy, de Pau. On a établi un palmarès avec eux. Et qu'est-ce que nous ont dit les élus qu'on a été rencontrés, interviewés, notamment les maires de Vichy et de Pau, notre ancien Premier ministre François Bayrou? C'est que tous avaient travaillé à redonner à leur centralité urbaine, à leur centre-ville, un rôle justement de centralité au bénéfice des habitants de l'agglomération alentour. Et ils ont tous compris qu'il fallait qu'ils redeviennent une polarité, une destination aux yeux des habitants de l'agglomération, fonction qui était souvent remplie par les grandes polarités commerciales de périphérie. Est-ce que je peux t'embêter? Mais tu peux m'embêter tant que tu veux. Je suis un commerce, je vais juste changer, je vais garder la même question. Je suis à Lyon, place Bellecour. Ah. Est-ce qu'il faut, parce que du coup les Lyonnais se plaignent, enfin en tout cas certains se plaignent parce qu'ils peuvent plus circuler en voiture. Est-ce que les commerçants ont intérêt à ce qu'il n'y ait plus de voitures place Bellecour parce que ça ramène plus de trafic, de touristes, etc. Ou non pour le commerce, au-delà de toute velléité politique? Alors, quand on interroge un client, il voudrait en fait se garer dans le magasin. Bon. Ça, c'est pas possible. Et en fait, même dans un pôle commercial de périphérie, on fait quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres entre son véhicule et les commerces qu'on va fréquenter. Il faudrait que la même logique puisse prévaloir dans tous les types de centres-villes français. Là où aujourd'hui, il y a un schisme entre élus, et c'est là où le choix politique peut intervenir à l'occasion des prochaines municipales, c'est entre ceux qui disent je fais tout pour dissuader les gens de venir en voiture dans mon centre-ville. Et ceux qui disent, non, moi je suis d'accord pour qu'ils viennent, j'essaie de maîtriser ma politique en matière de stationnement au plus près des cœurs de ville. Mais après, une fois qu'on est stationné au plus près de ces cœurs de ville, il n'y a pas de difficulté à marcher un petit peu, a fortiori dans un environnement apaisé. Et donc, il n'y a pas d'opposition finalement entre piétonisation et le fait de permettre à des véhicules de venir jusqu'au centre-ville. La nuance, elle se situe ici. Je pense que les commerçants se rendent bien compte qu'après les périodes de travaux qui sont parfois très pénibles et qui affectent beaucoup leur activité, ils ont tout intérêt à ce que leurs visiteurs, leurs clients puissent évoluer dans un environnement qui est apaisé. C'est plus agréable pour tout le monde qu'à d'avoir des bagnoles stationnées des deux côtés des rues. Voilà. Mais c'est vraiment sous cette condition expresse de dire il faut maintenir les conditions d'accessibilité. Alors, certains vont nous rétorquer
Mais non, en fait, quand on interdit aux véhicules de venir jusqu'au cœur de ville, finalement, ça n'entrave pas le nombre de personnes qui viennent. Et c'est l'exemple à nouveau de la rue de Rivoli, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure. Certes, il y a davantage de monde qui vient, mais ce ne sont pas les mêmes clients. Il y a justement l'atelier parisien d'urbanisme, qui est une très bonne officine d'études, et qu'on peut pas suspecter de souhaiter critiquer la municipalité en place, certainement pas, qui a elle-même fait une étude où elle montrait justement quelles étaient les caractéristiques des publics selon leur mode de mobilité en matière de commerce. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gros paniers moyens, ce sont les clients qui sont motorisés, y compris en moto d'ailleurs, peu importe. Mais c'est vrai que renoncer à ces clients de périphérie, alors d'abord, c'est un luxe qu'une ville comme Paris, qui est une ville-monde et qui attire des dizaines de millions de visiteurs chaque année, peut se permettre. Dijon, c'est sans doute moins le cas, et je pense qu'à Nogent-le-Rotrou, ça l'est encore beaucoup moins, quoi. Donc, et toutes mes amitiés aux habitants de Nogent-le-Rotrou, n'y voyez pas malice. Mais jouer ce rôle de centralité, c'est absolument indispensable si demain on veut renforcer le commerce dans les centres-villes. Et ça passe par les leviers que j'ai évoqués tout à l'heure, tout ce qui touche à la politique en faveur du logement, attirer des résidents, attirer des familles, attirer des gens qui sont pas paupérisés si possible, redonner le goût de vivre en centre-ville. Ça veut dire offrir un panel d'offres de services à la personne, du quotidien, avoir des écoles qui fonctionnent de bon niveau. Bon, il y a tout un tas de leviers sur lesquels les maires ne sont pas impuissants, bien au contraire. Avoir des actifs qui y travaillent et qui vont eux aussi devenir les premiers clients donc des futurs commerces, mais surtout veiller à toutes les étapes de ce qu'on appelle dans les centres commerciaux le parcours client. Alors, il y a vraiment cette culture dans les centres commerciaux de veiller à faire connaître leur offre au travers de leur site internet, des opérations de communication qu'ils sont capables de faire, et ensuite de tout faire pour que Jean-Marie Tritant, l'ancien PDG du RW, citait justement très souvent le fait qu'il y a des micro-stress lors d'une visite. C'est la difficulté à trouver un emplacement de stationnement, à trouver un caddie, avoir trop de monde à l'intérieur d'un site commercial. La batterie de téléphone. Mais absolument, donc à juste titre. Donc, tout à fait, je n'ai plus de batterie dans mon téléphone, j'ai pas de réseau. Voilà. Et tout ça, il faut lutter contre, en fait. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, ne pas donner de raison de ne pas venir. Exactement. Or, en centre-ville, il peut y avoir beaucoup d'écueils. Là où je suis admiratif du travail qui est fait par les maires, et à la fois j'ai conscience que leur mission est très difficile, c'est que dans une unité de lieu comme un centre commercial où il y a un propriétaire pour gérer le mix commercial qu'on va y trouver, où il y a un gestionnaire pour assurer l'ensemble des services, que ce soit la propreté, la sécurité, la sûreté. Et ben, dans une ville, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein d'acteurs et pour le coup, le maire n'a pas la main sur tout, en particulier pas sur les effectifs de la police nationale, d'où le rôle d'ailleurs toujours plus grand dans les campagnes des polices municipales. Ce sujet de la sécurité et de la sûreté des personnes, il est extrêmement important. Les centres-villes sont très clairement des espaces dans lesquels les maires doivent gérer tout un tas de types de populations, des marginaux, des gens qui seraient peut-être plus à la place dans une institution psychiatrique que dans la rue. Et tout ça peut entraîner des difficultés dans le vivre ensemble, des expériences qui sont mal ressenties par les visiteurs et qui peuvent les dissuader de venir. Mais il n'y a pas que ça. Je vais prendre un autre exemple, encore plus trivial, la question des horaires d'ouverture. Dans un centre commercial, vous avez un gestionnaire qui dit « Mon règlement intérieur, c'est ça, vous êtes ouvert de 10h à 20h. La grande surface, encore bien davantage. C'est 6 jours sur 7 à minima. Les dimanches, on décide d'ouvrir, tout le monde ouvre. » Dans la ville, c'est tout l'inverse. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ça rend aussi la lecture de ce fameux parcours client par les visiteurs beaucoup plus compliquée. Et il y a un sujet notamment sur lequel je renvoie parfois les commerçants à leurs responsabilités, c'est que en centre-ville, ils se plaignent des difficultés, ils blâment parfois un peu leurs bailleurs. Là, je remets ma casquette fédération de bailleurs, mais
ils les blâment, mais très souvent, on s'aperçoit qu'il y a la pause méridienne. Entre midi et 2, les boutiques sont fermées. Alors, quand déjà, vous n'avez pas beaucoup d'actifs, mais qu'en plus, ceux-là trouvent boutique fermée au moment de leur pause déjeuner, bon, après, c'est un petit peu difficile, je trouve, de venir se plaindre. Alors, on me dit, mais oui, mais pour ça, il faudrait qu'on embauche un salarié, et ainsi de suite. Moi, je suggère d'ouvrir peut-être un peu plus tard le matin, parce que, alors, d'ailleurs, je livre cette clé à nos amis commerçants de centre-ville ou aux gestionnaires de sites de centre-ville. Il se trouve que dans les centres commerciaux, on documente très bien la fréquentation des sites. Bien sûr. Et donc, on voit, par exemple, que à 11h le matin, il y a 2 fois moins de personnes qui rentrent dans les centres commerciaux qu'à 13h. Du simple au double. Bon. Hein, je pense que dans les villes, il en va de même. Il y a plein d'actifs qui, le matin, sont au travail. Les enfants sont à l'école. Donc, à 11h, tu prends ta pause déj. Voilà, les étudiants, c'est la même chose. Entre midi et 2, c'est un temps fort du commerce. Être fermé pendant 2 heures à la pause déjeuner, c'est une faute. Ouais. Malheureusement, ce sont des habitudes qui appartiennent au passé. Il y a plein d'autres questions comme ça qui peuvent se poser du côté des commerçants, qui doivent aussi parfois s'interroger sur leurs pratiques et sur leur capacité à proposer une offre lisible et adaptée, aux besoins de leurs visiteurs. L'absence de remise en cause, quand même, parfois, alors aussi bien d'ailleurs des politiques, dans les choix politiques qu'ils ont pu opérer, notamment sur ces histoires d'accessibilité qui, à mon avis, devraient avoir encore plus de place qu'il n'en a déjà dans le débat sur les municipales à venir, que la question justement de ce parcours client et des efforts que l'on fait pour s'adapter aux attentes d'une clientèle qui a tous les choix aujourd'hui sur son portable. Je veux dire, on peut tout faire de la pièce où nous sommes ici. Je peux avoir accès à l'ensemble des produits et des services dont on peut rêver. Donc, il faut donner de bonnes raisons à la fois de venir et à la fois éviter de donner des raisons de ne pas venir. Tu disais que la FACT a élargi son scope avec les commerces en plus, c'est ça? Je me trompe pas? Alors non, avec les différentes typologies de commerce. Ce qu'on a réformé à la FACT, quand même, c'est que pendant longtemps, le CNCC, pour le coup, le Conseil national des centres commerciaux, c'était la grande famille des centres commerciaux, une filière qui a très très bien marché, qui a connu vraiment son heure de gloire, on va dire, entre les années 70-80. Est-ce que c'est pas 90. Une vraie complexité pour toi d'avoir ouvert le scope? Parce qu'en fait, maintenant, il y a plein d'intérêts divergents. Je prends l'exemple, alors je la cite tout le temps pour ceux qui nous écoutent, je viens de Saint-Étienne, Pierre que Chalamet, chaque fois je le sors. Et donc, Saint-Étienne, j'ai vu notre centre-ville se vider complètement. Je sais pas ce que c'est la vacance commerciale, mais quand tu te balades à Saint-Étienne, t'as une boutique sur 3 qui est fermée. Et il y a Apsis qui est extraordinaire, qui a fait un site qui s'appelle Style, le centre commercial qui carbure. On peut leur reprocher, mais d'un côté, ils ont juste été très bons. Comment tu peux concilier les deux, quoi? Parce que t'as à la fois Style qui fait du travail extraordinaire, mais qui a absorbé une grande partie de la ville de Saint-Étienne. Et j'imagine que ce pattern-là doit être duplicable sur plein de villes. T'as des deux adhérents à ta table. Comment t'arrives à les... Alors, je n'ai pas la chance d'avoir la ville de Saint-Étienne parmi mes adhérents, mais en revanche, Apsis l'est. Mais au-delà de ça, 2 choses. D'abord, une ville, quelle qu'elle soit, et une ville comme Saint-Étienne notamment, peut rayonner sur à très longue distance vis-à-vis de sa clientèle. Et donc, ce qu'il faut d'abord, c'est créer des raisons de se déplacer. Et très souvent, le fait d'avoir une offre commerciale de périphérie qui soit aussi d'une belle vitalité bénéficie aussi indirectement au centre-ville, parce qu'au moins, ça donne le réflexe aux gens d'aller à Saint-Étienne, peut-être plutôt qu'à Lyon, parce qu'ils vont trouver un appareil commercial moderne et qui répond à leurs attentes avec style. Et je crois vraiment qu'il y a de la complémentarité entre les offres qui sont pourtant concurrentes. De toute façon, il y a, on va peut-être en parler aussi, mais une des tendances lourdes quand même du commerce en France, c'est le succès des grandes surfaces spécialisées. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont nos concitoyens ont peut-être pas assez conscience. Ikea, Leroy Merlin. Nos élus non plus. Oui, c'est ça, on peut multiplier les exemples, à peu près quelles que soient les typologies d'activité. Dans le bricolage, tu as cité Leroy Merlin, c'est vrai. Ils sont pas tout seuls, mais pas loin. On est sur des marchés qui sont quasiment oligopolistiques. C'est vrai aussi en équipement de la maison, avec une surdominance d'IKEA, mais c'est vrai dans tout un tas d'autres secteurs. On peut parler du sport aussi, avec Decathlon. Avec le textile qui est encore un peu plus éclaté. Voilà, donc, alors le textile, le même mouvement est à l'œuvre en réalité. Il y a quand même aujourd'hui des enseignes dont on voit les ventes se porter hyper bien. Il suffit de regarder les résultats mondiaux d'un groupe comme Inditex. Kiabi aussi. Kiabi, heureusement, on a aussi un champion français
Français, bien sûr. Et il faut évidemment s'en réjouir. Et ce champion, il a du mal à trouver des surfaces en centre-ville. Il a même du mal à trouver des surfaces dans les centres commerciaux. Il y est encore assez peu présent. Ils ont que 17 magasins qui habillent dans les centres commerciaux. Et donc, ils ont choisi justement de modifier leur format pour s'adapter. Il y a de plus en plus d'ailleurs de ces grandes enseignes qui se disent on doit quand même être présent en centre-ville. Et pour ça, il faut inventer des nouveaux formats. Decathlon l'a fait et il y en a d'autres. Un maire comme passé. Saint-Étienne ou les autres, comment on peut faire pour dire Kiabi, venez chez nous quoi. Il y a des boutiques de partout, même en tant que citoyen. En vrai, on aime bien les centres commerciaux, mais on a tous envie d'avoir un centre-ville qui bat. Comment je suis le maire? Allez, venez quoi. C'est pour ça que c'est pas si difficile de concilier les deux, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des typologies de commerce qui attirent les gens. Et notre combat, il est plutôt d'inciter les gens à se déplacer, à se rendre dans des lieux où ils vont avoir en face d'eux des vrais gens et pas des intelligences artificielles, des bots ou rien du tout, juste un écran d'ordinateur ou de mobile. Alors, les commerçants, en fait, il n'y a pas besoin de les forcer s'ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir faire du business quelque part. Et c'est pour ça que très souvent, dans le discours qui est porté par un certain nombre d'élus locaux sur le commerce, je suis assez frappé de la tentation d'avoir un traitement symptomatique du commerce. Je m'explique. Une boutique vide, c'est évidemment une dent creuse, c'est une rupture dans le parcours marchand, c'est très ennuyeux, ça augmente le taux de vacances, et puis plus il y en a, plus on a ce sentiment d'abandon et de délaissement. Exactement. Pour peu que le local soit un peu vétuste et autre, pas très entretenu, là on arrive vraiment à une image catastrophique. Et c'est le cas malheureusement dans beaucoup de villes françaises. Et la tentation parfois de certains élus, c'est de dire je vais faire du remplissage, il faut que je soutienne à tout prix l'activité du commerçant. J'ai comme ça un élu d'une ville moyenne qui m'a dit vous voyez, la solution qu'on a trouvée, c'est de prendre en charge 20% du loyer de l'ensemble des commerçants de notre centre-ville. Je pense que c'est une très mauvaise mesure. Voilà. Au-delà de l'effet immédiat qu'il peut avoir dans le soutien à des entreprises qui sont en place, ça ne me paraît pas être un bon usage des deniers publics. Je m'explique. Encore une fois, le traitement symptomatique du commerce, et c'est tout à fait ce type de mesure, il va permettre de faire vivoter un peu plus longtemps des gens qui ne font pas assez de chiffre d'affaires et d'activité. Le but du jeu, c'est, encore une fois, c'est d'agir sur tous les leviers que j'évoquais tout à l'heure, toutes les étapes du parcours client, la sécurisation, l'amélioration du cadre de vie en centre-ville, l'accessibilité en voiture, les tarifs de stationnement, de travailler ensuite sur la présence de davantage de résidents, davantage de logements. Et une fois que vous avez réuni tout ça, une fois que vous avez redonné de l'attrait, vous allez petit à petit retrouver des commerçants et le cercle vertueux du commerce et de l'activité va pouvoir se réengager. Et du reste, parce que tu cites Saint-Étienne, qui est une ville que je connais malheureusement mal, mais je sais qu'il y a plusieurs initiatives qui existent dans le centre-ville autour de la Cité du Design, autour de l'ancienne usine Michelin, pour créer des nouvelles polarités, pour travailler sur le patrimoine, créer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles raisons de faire venir. Et ça, c'est tout à fait des projets structurants qui permettent ensuite de régénérer de l'attractivité et ensuite le commerce va suivre. Les commerçants, ils demandent pas à être subventionnés dans leur activité, ils leur demandent qu'on leur permette de faire du chiffre d'affaires. J'ai une question bête, même si on me dit ça, qu'il n'y en a jamais. Pour ceux qui connaissent pas le SIEC, c'est un SIEC ou MAPIC, c'est des gros salons où finalement on va retrouver les grands centres commerciaux qui vont un peu draguer potentiellement des boutiques pour dire venez chez nous, le mètre carré bon. Donc on arrive Et inversement. Ça arrive. C'est vrai. Et donc souvent on arrive sur des stands formidables, il y a une armée de commerciaux qui sont rodés et qui sont trop forts. Et je me dis, est-ce qu'il manque pas aussi un peu de fibre commerciale aux villes qui sont un peu, j'imagine, une ville de Dijon face à nous de SCC ou Westfield. Est-ce qu'il leur faut pas aussi une petite fibre pour donner envie à Kiabi de venir dans le centre, quoi? Le marketing territorial. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. Bon, d'abord, il faut avoir conscience que les marges de manœuvre financières des villes sont étroites. Et que bon, déjà elles ont souvent du mal à financer un manager de commerce. Il se trouve que alors effectivement la facte sonore d'être propriétaire de ce salon professionnel qui vise justement à promouvoir l'ensemble des typologies de sites commerciaux vis-à-vis
notamment des enseignes, principalement, hein, c'est quand même le cœur du métier de ce salon. Et donc, on se fixe bien comme objectif, avec comme Exposium, qui est le gestionnaire donc, de ce site pour nous, de faire venir davantage de collectivités pour qu'elles viennent se promouvoir. Ok. Historiquement, ça n'est pas un salon. Alors, on a toujours eu quelques collectivités qui étaient présentes, mais c'est plutôt le CIMI, par exemple, qui a concentré les investissements des collectivités, parce que le CIMI est un salon de l'immobilier qui concerne toutes les thématiques, et beaucoup de métropoles en particulier se piquent aussi, et à juste titre, d'attirer des investisseurs dans le bureau, dans l'hôtellerie, dans tout un tas de secteurs. Donc, c'est vrai que le SIEC est plus sectorisé sur le commerce, mais c'est vrai que je regrette que peu de villes aient identifié encore le potentiel que représente ce salon pour créer du lien et promouvoir leur ville. Donc, on essaye de les attirer avec des formules qui défient toute concurrence. Et puis, on a un partenariat aussi avec le Club des managers de centre-ville, et j'en parlais encore avec son délégué général la semaine dernière. Notre objectif cette année, c'est que justement, le CMCV, c'est son nom, ne vienne pas simplement pour faire son congrès, mais aussi que les managers de commerce qui auront la possibilité de venir en profitent pour remplir leur agenda avec des développeurs d'enseignes pour mieux faire connaître leur ville. Mais il y a une culture à créer dans les collectivités. Certaines l'ont déjà. Hein. Il y a des villes qui sont très en avance. On a Bordeaux qui a déjà plusieurs fois exposé, Dunkerque aussi. Il y a des villes qui sont en avance sur ces notions de marketing territorial, d'autres qui ont encore beaucoup de progrès à faire. Je fais 10 pas en arrière. Tu as fait 18 ans chez Westfield, c'est ça? C'est quoi le déclic qui t'a conduit à rejoindre la Fact? Alors, c'est vrai que j'ai une carrière très fidèle à ce grand groupe. Côté en bourse, j'ai commencé chez Unibail, qui est devenu après Westfield, effectivement. Et j'ai eu la chance d'y faire plein de métiers, et peut-être qu'on y reviendra, mais je suis très fier notamment d'avoir débuté comme directeur de centre, et dans des sites pas toujours faciles. Lesquels? J'ai vu l'ouverture comme adjoint de Carré Sénart, qui a très vite rencontré son public, et d'ailleurs un succès dont j'ai retiré plein d'enseignements sur ce qui est important d'apporter à des visiteurs, à des habitants, pour les valoriser, pour les considérer. C'était un produit à son ouverture, Carré Sénart, qui était révolutionnaire par la largeur de ses allées, la hauteur de ses vitrines, l'ampleur de l'éclairage naturel, l'ouverture vers l'extérieur, un environnement d'ailleurs plutôt naturel. Hein. Il a été planté au milieu des champs de betteraves, à l'origine, ce centre commercial. Pas très loin de Paris, pour ceux qui connaissent pas. On est en deuxième couronne, on est déjà à 30-35 bornes de Paris, et en fait, les habitants là-bas ont fait le choix d'aller loin de Paris, avec les contraintes que ça implique, pour pouvoir offrir à leur famille généralement un cadre valorisant, un pavillon, un jardin, et c'est encore une envie tout à fait respectable. Et le fait de leur avoir proposé un lieu de commerce qui soit très qualitatif, par contraste avec les autres polarités commerciales qui existaient à l'époque dans le secteur, c'était considérant pour eux. Il y avait un vrai effort de design, d'architecture, d'expérience client qui était vraiment sans comparaison avec ce qui existait alentour. Et les gens s'y sont tout de suite retrouvés, et c'est ce qui a expliqué le succès. Et les gens, oui, étaient prêts à prendre leur voiture, parce que quand on habite là-bas, c'est pas vrai, on prend pas sa voiture pour aller à Paris le dimanche, a fortiori maintenant. 20 ans après. Voilà. Et puis ensuite, pour finir avec mon parcours chez Westfield, mais je me suis retrouvé à Shell 2, qui est vraiment l'antithèse, un centre qui a dans lequel beaucoup d'erreurs de conception ont été faites, où il y a beaucoup de commerçants indépendants qui sont quand même engagés. Et je suis arrivé avec vraiment un centre qui était en grande souffrance, en grande difficulté. Pour tout un tas de raisons, les fondamentaux pour le coup étaient pas du tout respectés. Il y avait une foule d'erreurs de conception qui avaient été faites. Donc oui, je confirme, hein, il y a des projets commerciaux qui n'ont jamais trouvé leur public. On pourrait en citer d'autres. Ça ne dit rien du modèle des centres commerciaux. Ça dit juste que parfois il y a eu des projets
projets qui ont été mal exécutés. Et puis en plus, il s'est pris derrière ce centre une concurrence avec l'ouverture de B1, B2, Val d'Europe, qui étaient des concurrents bien mieux armés dans à peu près toutes les dimensions de l'expérience client. Et là, j'ai vraiment été confronté à des gens qui avaient hypothéqué leur baraque pour maintenir leur activité, qui étaient vraiment en grande difficulté. Et donc, il faut se rappeler quand même quelle est la responsabilité d'un gestionnaire de site, d'un bailleur, d'un porteur de projet qui a investi lui-même beaucoup d'argent, mais qui engage aussi les commerçants, qui fait monter à bord de son aventure. Et on a fait tout ce qu'on pouvait effectivement à l'époque pour essayer de redresser la barre, mais quand les fondamentaux sont absolument pas là et qui sont pas réunis, c'est vraiment il y a pas de magie possible. Là, ça t'a forgé quasi dans un peu un rôle politique, quoi, parce que tu dois être un peu le maire du village à ce moment-là quand tout va mal. C'est un job super et j'ai passé 3 années sur le terrain comme ça, comme directeur de centre, et je pense que dans tout ce que j'ai pu faire depuis, et y compris dans mes fonctions actuelles, j'estime pas être légitime à tout prix, mais en tout cas, c'est des expériences qui quand même forgent la compréhension de comment fonctionne vraiment un lieu de commerce au quotidien. Et je suis vraiment ravi d'avoir commencé ma carrière là-dedans. Après, chez Unibail, j'ai eu la chance de faire tout un tas de choses. Je suis parti aux Pays-Bas pour eux, mais mon grand amour, ça a été le développement de nouveaux projets commerciaux, ce que j'ai fait jusqu'à mon départ là-bas. J'ai eu la chance de pouvoir réfléchir justement à ce que pouvaient être les attentes d'un client de 2030 ou de 2035 et toutes les questions sur à la fois l'offre, l'évolution de celle-ci autour de nouvelles raisons de faire venir, tout ce qui touche à la restauration, au sport, l'intégration de ces nouveaux projets dans leur environnement de façon très différente de la façon dont elle a été pensée à l'ère du tout voiture. Il y avait des défis qui m'ont bien préparé à ce que je fais aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai quitté Unibail, c'est que malheureusement, il est devenu quasiment impossible de réaliser ces grands projets en France pour des raisons réglementaires, pour des raisons d'accessibilité, de désirabilité. Et bon, je peux concevoir qu'aujourd'hui en France, il y ait une maturité de l'appareil commercial. Certains disent même qu'il y a trop de mètres carrés, qu'il y a un surplus. Et peut-être qu'on pourra y revenir, mais je crois malgré tout, j'ai eu la chance de travailler sur certains projets, et notamment à la frontière suisse, aussi bien du côté de Genève que de Bâle, qui recélaient un formidable potentiel pour attirer une clientèle transnationale du côté français. Il se trouve que, vous savez, c'est des régions transfrontalières dans lesquelles il y a énormément de salariés français qui vont travailler en Suisse. Il y a un droit du travail, une attractivité de l'économie suisse qui est formidable. Et il se trouve que la France n'a pas une foule d'atouts à faire valoir. Elle a du foncier, souvent un peu plus de place que n'en ont les Suisses. Et sur le plan du commerce, elle a la chance d'accueillir déjà un très grand nombre d'enseignes étrangères qui ne voient pas forcément d'un bon œil la possibilité de s'installer sur le territoire suisse. Et à ce titre, faire émerger des polarités économiques et commerciales du côté français de la frontière me paraissait et me paraîtrait encore être une bonne idée. Voilà, j'ai eu la chance de travailler sur ces projets, mais c'est devenu trop complexe. Après, Unibail a traversé aussi des phases plus difficiles, et donc imaginer prendre encore beaucoup de risques sur des projets commerciaux de ce type. Voilà, ça m'a incité effectivement à considérer d'autres options pour ma carrière, et je dois dire que j'ai été très étonné qu'on vienne me proposer de candidater pour ce poste qui est tout à fait unique en son genre, patron d'une fédération professionnelle comme le CNCC à l'époque. Il y a qu'un job comme ça en France, mais je crois que ce que j'avais fait par le passé, et notamment en défendant l'opportunité de continuer à promouvoir la création de lieux de commerce, m'a bien préparé finalement à affronter les débats qui sont encore les miens aujourd'hui. Une question sur Westfield, je voudrais avoir ton avis. La plupart des citoyens, on ne connaît pas vraiment les propriétaires des centres commerciaux où on va. Quand j'allais à Beaugrenelle, je ne savais pas que c'était Apsis. Je vais à C2, je ne sais pas que c'est Clépierre, Terrasse du Port à Marseille, c'est bref. Il n'y en a qu'une seule marque qui communique à fond dessus, c'est Westfield. Et plus que communiquer, ils sont en train de dupliquer le modèle, je crois, aux Émirats, avec une vraie marque. Qu'est-ce que tu en penses de ces stratégies? Où est-ce qu'elle peut aller? Est-ce qu'il n'y a que Westfield qui sait faire et qui peut faire ça?
Alors, il a fallu beaucoup de temps à Westfield pour arriver à cette conclusion-là, parce que le constat qui était vraiment fait à l'époque et qui peut être partagé par à peu près tous les grands centres ou les centres commerciaux historiques en France, c'est que finalement, il y a un attachement au nom et qui dit aussi quelque chose de l'attachement au lieu. Du service. C'est une dimension d'ailleurs qu'on avait explorée dans un sondage qu'on avait fait en 2022 et qui montrait que énormément de Français, et notamment les générations de moins de 45 ans, avaient vraiment un lien fort avec un centre commercial. Et donc, imaginez se départir de ce nom ou lui accoler un nom complémentaire, c'est potentiellement prendre le risque de perdre justement cette identité du nom originel des sites. Donc c'était pas un choix facile. Et d'ailleurs, quand Westfield a été apposé sur un certain nombre de sites en Île-de-France, il y a eu beaucoup de critiques de la part de publics qui souvent pensaient que ça y est, on avait vendu le Forum des Halles aux Américains, quoi. Bon, en fait, l'approche, elle est très différente et l'idée qui consiste à dire que on donne un nom de marque internationalement connu à des actifs qui doivent, pour le coup, être relativement irréprochables sur la promesse qu'elle adresse au client et sa capacité à délivrer cette promesse. Cette promesse, c'est quoi? Celle d'un niveau de design, d'expérience client, mais évidemment d'offres commerciales qui soit au meilleur standard de ce que la profession peut proposer. C'est une ambition qui est... D'abord, il faut la tenir dans le temps, hein. Il y avait eu un peu les prémices de ça avec l'idée des 4 étoiles qui avait été apposée sur un grand nombre de sites Unibail. Ah, je connais pas ça. Participait déjà de cet essai de labellisation, finalement. Là, Westfield, ça va un peu plus loin et avec une dimension marketing qui est intéressante. Je pense qu'en tout cas, dans la recherche qui est partagée par bien d'autres adhérents de la FACT, de trouver de nouvelles sources de revenus, l'idée d'avoir créé un Westfield qui puisse être licencié, et c'est le cas avec un premier mall là, en Arabie Saoudite, je crois, c'est quand même les prémices d'un changement stratégique qui est audacieux et bon, qui répond, alors je manque peut-être un peu d'objectivité en parlant de mon ancien employeur, mais il y a eu toujours cette recherche, cet effort de pousser plus loin le modèle des centres commerciaux chez Westfield et ça, je le rends gré hier et aujourd'hui. On va parler chiffres, indicateurs, réalité du marché. C'est quoi, selon toi, les 3 indicateurs que tu regardes pour un peu juger de la santé d'un centre commercial? Alors, au niveau vraiment micro, donc celui d'un site, je pense que évidemment le footfall, la fréquentation demeure un critère absolument clé. Le chiffre d'affaires également, ça va de soi. Et puis s'il en faut un troisième, je prendrai sans doute le taux de vacances, voilà. Mais je tiens à préciser que je n'ai connaissance, même si nous collectons un grand nombre de données, aussi bien sur la fréquentation avec notre partenaire Quantaflow, que grâce à nos adhérents, on collecte les chiffres d'affaires mensuels de 185 sites en France représentant plus de 11 000 magasins, donc c'est un très très bel échantillon. Je n'ai connaissance personnellement d'aucune donnée précise sur un centre commercial donné. D'accord. Je m'interdis complètement ça pour des raisons évidentes quand même de confidentialité des données, quoi. Après, si je devais raisonner à un niveau plus macro, là aussi, la FACT s'est dotée d'un certain nombre de capacités pour jauger de l'évolution sectorielle de l'activité. Alors, il y a les indices que je viens déjà d'évoquer, ceux de l'indice de fréquentation au niveau national, l'indice de chiffre d'affaires au niveau national, qui sont évidemment des marqueurs importants, mais des chiffres sans comparaison, souvent ça ne dit pas grand-chose. Et donc, grâce à un autre partenaire encore et adhérent de la FACT, SAD Marketing, on suit annuellement, même mensuellement, d'abord l'évolution des dépenses de consommation sur un périmètre analogue à ce qu'on va trouver dans les centres commerciaux. C'est ce qui nous permet, par exemple, de constater qu'à la fin de l'année 2025, il y a une très légère érosion des chiffres d'affaires des centres commerciaux de la FACT, moins 0,2% de chiffre d'affaires sur l'année. Avec Paris qui tire vers le haut quand même.
C'est Et ça? pardon? Paris qui tire vers le haut quand même un peu Eh bien, je l'ignore parce qu'encore une fois, OK, je OK, ne vais OK. pas dans le détail OK, OK. géographique à ce D'accord. point des résultats. Mais en revanche, ce que je suis capable de voir, c'est de nous comparer à l'évolution des dépenses de consommation mesurées par l'INSEE sur ce périmètre qui exclut donc le logement, les achats de bagnoles, le transport et ainsi de suite. En fait, l'évolution nationale, elle est à moins 0,9%. Ce qui veut dire que c'est en fait la 3e année consécutive, au moins, pendant lesquelles la consommation donc dans les centres commerciaux a cru plus vite OK. que la consommation nationale, ce qui revient à dire qu'en fait les centres commerciaux continuent à gagner des parts de marché. Puis une question, je pense qu'on te l'a posée 47 fois, mais Amazon, le e-commerce, comment on fait pour battre, à la fois, j'ai envie de dire, je déteste parce que ça tue le commerce, à la fois je suis client et parfois j'ai un peu honte. Récemment, je voulais acheter une trottinette pour mon fils, Ouais. elle prenait trop de place, je pouvais pas la prendre et j'ai pris sur Amazon et je m'en veux, mais je me dis comment on peut se battre, face à des mastodontes comme Amazon qui sont extraordinaires en 24 heures, ils te shippent un produit, tu pas content de clic, tu remboursé, personne peut le faire à part Amazon, comment on se bat? Alors je vais pas faire l'apologie du e-commerce, mais je pense que tout le monde se rend bien compte dans sa vie quotidienne de l'avantage, que peut avoir parfois internet en termes de choix, de praticité, de fonctionnalité, c'est évident. Néanmoins, 2 choses. D'abord, la première, c'est que, une des raisons aussi pour lesquelles, j'ai souhaité prendre ce poste et que je m'y épanouis, c'est que, je passe beaucoup de temps à expliquer que la croissance du e-commerce ne signifie pas le déclin inéluctable du commerce physique. Et bien au contraire. La meilleure preuve, c'est que, en gros, le e-commerce a vraiment commencé en France à l'orée des années 2000. Chaque année, effectivement, il gagne un petit peu de part de marché, mais en fait, le gâteau des dépenses de OK. consommation croît plus vite que la part que ne s'octroie le Ah oui, j'ai e-commerce. entendu. Et ça se voit dans les chiffres de l'emploi en particulier, puisque depuis 2006, le commerce en France, pardon, a créé plus de 600 000 emplois. C'est 25% d'emplois en plus. Donc, c'est pas un secteur qui est généralement en crise. Les dépenses de consommation, elles continuent à croître plus vite que la part que ne s'octroie Internet. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a une concurrence et il y a certainement une complémentarité. Une autre chose qu'on a pu documenter par le passé, c'est qu'en fait, à peu près tous les Français, à hauteur de 90%, sont clients de toutes les formes du commerce. C'est-à-dire, ils vont dans les centres-villes marchands, ils vont dans les zones commerciales de périphérie, ils vont dans les centres commerciaux et ils sont évidemment aussi clients d'Internet. Donc, à chacun de jouer sa partition avec ses atouts et autres. Là où je pense qu'il y a une limite quand même à Internet, et beaucoup de nos commerçants locataires de mes adhérents l'ont expérimenté, c'est qu'en fait, gagner de l'argent sur Internet, c'est très compliqué. Alors ça, c'est évidemment quelque chose auquel je renvoie les commerçants pour que chacun mesure l'opportunité d'investir sur tel ou tel canal. Je pense qu'être présent sur Internet, malgré tout, c'est indispensable pour toutes les enseignes. Et après, je pense qu'on peut aussi interroger le choix de société. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser une forme ou une autre de commerce? Très longtemps, le combat du CNCC, avant mon arrivée, c'était de dire il faut se battre pour l'équité de toutes les formes de commerce. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, on a un très gros problème avec notamment les plateformes asiatiques qui ne se battent pas à armes égales avec les commerçants français, fussent-ils sur Internet. Donc ça, là, on a un problème d'iniquité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut projeter la réflexion encore un petit peu plus loin. On a beaucoup évoqué déjà dans cet entretien la question de la vitalité des centres-villes, mais je pourrais évoquer aussi la vitalité des polarités de périphérie, qui sont, ça c'est une petite phrase que j'ai l'habitude de dire, mais la périphérie des uns, c'est souvent la proximité des autres. Le modèle de développement urbain français pendant les 30 Glorieuses et encore en réalité depuis, ça a été le développement du périurbain, depuis les lotissements pavillonnaires, la maison individuelle, les grands ensembles. Bref, c'est là-bas que s'est concentrée la croissance urbaine de la population française et c'est donc là-bas que s'est implanté le commerce. Et là aussi, ces polarités, il faut permettre de les faire évoluer, de les moderniser, de les adapter là aussi aux nouvelles attentes de nos concitoyens. Et donc, aussi bien dans les périphéries qu'en centre-ville, moi je plaide plutôt pour des politiques qui favorisent justement l'achat et le déplacement et la présence dans les commerces physiques. Parce que oui, je pense que acheter depuis son canapé sur un téléphone et se faire livrer chez soi, ça n'a pas les mêmes externalités sur
le vivre ensemble, Ah, sur c'est sûr. l'économie d'un territoire. Bien au contraire, hein, vous générez des besoins de mobilité qui sont très importants. Il faut qu'un livreur vienne jusque chez vous sonner à votre porte. Tout ça, ça a un coût qui est mal répercuté en réalité dans le coût qui est facturé à l'usager. Il y a une forme de dumping quand même au détriment des commerces physiques. Et je pense que un futur gouvernement pourrait s'interroger à aller plus loin justement dans des politiques qui favoriseraient en réalité la présence dans les magasins physiques. Ce qu'on propose là-dessus, enfin une mesure qui a longtemps été portée par le CNCC puis la FAC. C'est pour Monsieur Papin, ça? Ouais, on essaye de Ministre des PME. Non, mais il y a un sujet de financement de toute façon des politiques mises en œuvre par les collectivités, pas simplement pour le traitement symptomatique du commerce, mais plus généralement pour les politiques visant à générer de l'attractivité dans les centres-villes. Et une façon potentiellement d'aller chercher de l'argent, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait déjà pour le livre, hein, c'est-à-dire d'instaurer une taxe sur la livraison à domicile. Si vous choisissez de ne pas bouger, vous générez des externalités qui sont négatives pour la collectivité, ça pourrait avoir un prix. Vous auriez très bien le choix d'ailleurs de ne pas payer cette taxe. Il suffit pour ça d'aller dans un point relais physique, dans un magasin, pour aller récupérer la marchandise que vous auriez commandée sur Internet. Évidemment, ça s'appliquerait que dans les villes de plus de 20 000 habitants. On a conscience que dans les milieux plus ruraux et autres, ce genre de taxe n'aurait pas vocation à s'appliquer. On voit beaucoup de changements de consommation. Je pense à la seconde main, Vinted ou même The Second Life, je crois. Quel impact pour les centres commerciaux? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est symptomatique? Alors d'abord, c'est une tendance lourde qui se conforte année après année. Tu as cité effectivement à la fois l'économie circulaire d'un côté et Vinted de l'autre, qui représente aujourd'hui un pourcentage très significatif par rapport aux achats neufs de prêt-à-porter, qui est un secteur qui a énormément souffert de cette concurrence, de changement de mode de consommation, très certainement, même si je crois pas que les gens achètent moins de textiles en quantité, c'est juste qu'en valeur, les prix ont considérablement baissé, en fait, sur longue période. Je présume qu'ils en achètent plus. Ils en achètent plutôt davantage. Ajoute à ça la concurrence, pour le coup, absolument inéquitable des plateformes chinoises. Ça fait beaucoup pour une seule filière. Et puis, il faut pas oublier quand même la concurrence entre les marques elles-mêmes, et avec notamment le fait que beaucoup de nos concitoyens choisissent de privilégier plutôt les grandes surfaces spécialisées que les réseaux de magasins, et a fortiori les magasins indépendants qui n'ont pas du tout la même structure de coûts, de marge et autres. Donc, c'est un secteur qui est hautement concurrentiel, et oui, bien sûr, l'essor de la seconde main fait peser une contrainte complémentaire sur un secteur qui est déjà pas épargné. Alors, quelles conséquences ça pour les lieux de commerce? En fait, on le voit tous les jours. La première raison, vraisemblablement aujourd'hui, de la hausse du taux de vacances qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est les fermetures des réseaux de prêt-à-porter. Et alors, c'est très documenté. Là, par exemple, dans les centres commerciaux, en 3 années seulement, la part dans le chiffre d'affaires de l'équipement de la personne a baissé de 2,7 points quand il a cru de plus de 3 points en faveur de tout le secteur hygiène, beauté, santé. Voilà. Ça, c'est vraiment les vases communicants, j'ai envie de dire, mais c'est le reflet de l'évolution de nos dépenses de consommation. Et dans les centres-villes, quand on ajoutait effectivement l'équipement de la personne au sens large avec la chaussure, ça représentait en 2014 encore plus de 26% des magasins physiquement présents. 10 ans après, on était tombé à 18%. Donc ça commence par vider tout simplement les sites commerciaux. Il y a des fermetures de réseaux entiers. Et ensuite, il faut remplacer ça par de nouvelles activités. Alors, heureusement, il y en a qui se développent. Sinon, on n'aurait pas eu 600 000 créations d'emplois dans les 20 dernières années. Bien sûr. On va passer à un petit jeu. Bonne ou mauvaise idée. Première va être un peu plus longue, mais après, on essaiera d'aller vite. Moriyaka Shoten, est-ce que ça te parle déjà? Pas du tout. C'est la première boutique au Japon qui ne vend qu'un livre par semaine, avec tout un décor autour de ce livre. D'accord. Okay, donc on est vraiment sur de l'expérientiel. Et donc, me poser la question, est-ce que mettre davantage d'énergie sur l'expérientiel pour des boutiques, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Je crois que beaucoup d'enseignes l'ont déjà compris et ont fait sienne en fait ce principe. Il y a un effort considérable qui est fait particulièrement par les enseignes les plus puissantes et les plus successful dans la mise en scène de leur magasin, dans la qualité de l'expérience client. Donc oui, ça fait longtemps en fait que ce mouvement est amorcé et après il peut ne pas trouver de limite. On a de plus en plus de concepts. Je pense à Pop Mart par exemple l'année dernière qui a drainé les foules, les Gami, ainsi de suite. Bon, il y en a. Voilà, c'est des success stories parfois un peu éphémères. C'est un peu le problème. Là, c'est le contraste entre la durée d'un bail commercial de 9 ou 10 ans Ok. et parfois le caractère éphémère de certains succès. Ok, on démarre, donc tu peux répondre par bonne ou mauvaise idée. Carte de fidélité pour un centre. Ouais, bonne idée. Investir massivement pour le Black Friday. Ça marche très bien le Black Friday. Ouais, C'est une j'ai bonne vu idée. ça. Mettre en place une application pour les centres unique avec fidélité, promotion, service intégré. Bonne ou mauvaise idée. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Transformer 20% des surfaces commerciales vacantes en espaces médicaux, paramédicaux. Ouais, c'est déjà bien amorcé. 20%, c'est beaucoup, mais il y a d'autres activités à implanter dans ce registre-là des services. Accueillir des marques 100% digitales en pop-up store permanent. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'on ne le pense. Quand une jeune marque digitale qui a toujours grandi dans cet environnement doit tout d'un coup se confronter au monde du commerce physique, on voit bien qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, très souvent. Ok. Donc, bien sûr, c'est une bonne idée. Certaines le font avec un vrai succès. Il y a plein d'exemples, Jimmy Fairley, par exemple. Mais attention à pas mésestimer la difficulté de la chose. Ouvrir le centre commercial le dimanche. Toute l'année. Eh ben, je crois pas que ce soit une bonne idée partout, tout le temps. Ok. Non. En revanche, alors là-dessus, la fac a vraiment une proposition simple, mais vraiment hyper simple. C'est que maintenant, il y a 12 dimanches du maire, normalement, qui peuvent être octroyés partout en France. Mais néanmoins, pour chaque dimanche d'ouverture exceptionnelle, il faut que dans chaque département, il y ait des commerçants qui fassent une demande formelle au préfet d'autoriser, en fait, l'ouverture d'un dimanche. Bon. Et il faut que le maire, en plus, soit d'accord avec ces ouvertures-là. Bref. Un schmilblick administratif c'est comme nous dingue. les aimons tant dans ce pays. Là-dessus, L'écrire au on a une préfet. proposition très simple, c'est de dire, bon, sur les 12, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas 7, voire 8, où on se pose aucune question. Les 4 dimanches de décembre, les 2 premiers Ouais, dimanches terminé. des soldes, le dimanche du Black Friday, le dimanche de la rentrée. Même pour les citoyens, quoi, c'est clair, au moins. De la lisibilité. Enfin, je veux dire, on peut pas se plaindre d'être concurrencé par la praticité d'Internet ouvert 24 heures sur 24. Et d'envoyer 7 un jours dossier sur de 7, 10 pages au préfet. et dans le même temps, rester sur des procédures d'un tel Je archaïsme. suis Quoi. d'accord. Ça, c'est simple et franchement, enfin, on pourrait le faire demain. Quoi. Monsieur Papin, deuxième. Mm. Remplacer une grande enseigne locomotive par un lieu hybride, sport, restauration, événementiel. Si Locomotive, on pouvait forcément. l'ajouter plutôt que le remplacer, Ah je ouais. signe. Voilà. Mais oui, bien sûr, ce sont des générateurs de flux potentiellement très puissants avec des modèles commerciaux désormais, enfin des modèles économiques, pardon, désormais avérés qui fonctionnent. Donc oui, ça se développe et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir fleurir. Un des grands challenges d'ailleurs des villes, c'est de réussir à accueillir à nouveau dans les centres-villes des offres de loisirs qui sont très consommatrices d'espace. La transformation d'ailleurs des grands magasins qui malheureusement continuent à péricliter peut être une source de mètres carrés pour accueillir à la fois des nouvelles locomotives traditionnelles, mais aussi ces nouvelles activités de loisirs. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'on fait à Boom Boom Villette d'ailleurs, même s'il y a moins de commerce, mais c'est très bien fait, je trouve. Une idée qui est vieille depuis 30 ans, je pense, installer une crèche, garde d'enfants dans les centres co. Là où c'est approprié, il n'y a pas de règle. Ça existe ou pas ça en France? Bien sûr, il y en a, Jamais vu. oui, des crèches dans des centres commerciaux, ça arrive, mais pour ça, il faut qu'il y ait une population d'actifs qui soit pas loin, il faut que ce soit pratique pour tout le monde, quoi. Mais oui, ça, on n'a pas vu le truc se généraliser, mais il y a des exemples. J'avais une question sur un service de mobilité douce avec location de vélo, mais bon, je pense que c'est une question forcément positive. Alors c'est vrai que dans les centres commerciaux, on a souvent accolé ça à des supermarchés, à des hypermarchés. Et donc l'idée, c'était quand même de venir remplir le coffre avec de quoi remplir son frigo et son congélateur. Donc c'était assez antinomique avec les mobilités douces. Néanmoins, je pense que tous les centres qui se penchent
sur la question de la multimodalité pour y venir, ont raison de le faire. Voilà. C'est un travail de long terme. Il faut convaincre les élus parfois de faire passer les lignes de bus tout près, d'avoir des réseaux de pistes cyclables, d'avoir aussi des cheminements piétons. En fait, il y a énormément de centres de périphérie qui ont été rejoints par la ville. Et donc, mieux s'interfacer sur son environnement urbain, c'est un enjeu pour plein de centres commerciaux et je ne saurais que trop appeler notamment les directeurs de centres à être extrêmement vigilants et proactifs sur ces sujets-là et d'aller voir les candidats ou demain les maires élus pour aborder ces sujets avec eux. Installer des bornes OneFlash pour augmenter le temps actif dans le centre. Mais évidemment, voilà, mais je n'ai pas la moindre hésitation. Non, mais c'est très important et l'exemple de OneFlash est bien choisi évidemment, mais parce qu'en fait, l'offre de service, ça fait partie des points forts des sites intégrés de commerce que sont les retail parks ou les centres commerciaux. Et c'est quelque chose dont les villes ont tout intérêt à s'inspirer et à copier, en réalité. C'est catastrophique, j'ai 45 questions encore. Je pense qu'on en a encore 5-6 et après on va largement dépasser ce qu'on s'était dit. Transformation des centres et nouveaux usages. Je vois le modèle retail park qui commence non, mais qui cartonne. Moi, j'en veux un peu aux villes de là où je viens, où en fait on n'avait pas grand chose à faire à part aller au centre commercial, on n'avait pas trop d'animation. Et le retail park, notamment au style à Saint-Étienne par exemple, vient redonner un peu de fraîcheur. C'est ciel ouvert, il y a pas mal d'activités autour, des lieux de restauration où il y a un peu. C'est agréable. Est-ce que ce modèle de retail park, il est en train de supplanter le centre commercial traditionnel et on verra finalement que des gros bateaux comme Westfield demain? C'est évident que les retail parks ont renouvelé le genre et que ceux qui sont bien conçus, qui ont une expérience client encore une fois valorisante, qui protègent quand même correctement des intempéries leurs visiteurs dans la mesure du possible, ont une belle carte à jouer et pas simplement parce qu'ils peuvent attirer des visiteurs, parce que le modèle économique qui est derrière, les enseignes en sont friandes. Des charges plus maîtrisées, des loyers plus faibles. Ouais, c'est vrai. L'hybridation des genres fait florès et c'est encore une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le CNCC ne pouvait plus s'appeler Conseil national des centres commerciaux, parce que la typologie des lieux de commerce en réalité a trop évolué. Alors de là à dire que ça peut compromettre le futur d'un certain nombre de centres commerciaux, je pense que c'est un élément de plus dans l'équation concurrentielle, certainement, mais chacun encore une fois a ses atouts et doit pouvoir capitaliser dessus. En plein hiver, quand le temps est vraiment hostile, malgré tout, ou en plein été avec les vagues de chaleur qui se multiplient en France, c'est quand même le côté climatisé, sécurisé, clos d'un centre commercial, ça reste quand même un énorme avantage concurrentiel. Maintenant, voilà, il y a une compétition vis-à-vis des enseignes. Je pense que un des mouvements qui est assez notable, c'est que dans les centres, notamment les plus en difficulté, qui connaissent des forts taux de vacances, il y a des opérateurs qui arrivent et qui très souvent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cassent des murs. Ils cassent des murs, ils mettent les loyers au plancher et ils accueillent des enseignes de retail park ou de périphérie à l'intérieur. Donc il y a une forme là aussi de convergence des modèles qui est assez étonnante et encore une fois, chacun doit s'interroger sur ses qualités propres. J'ai posé la question à Olivier Dauvert il y a quelques semaines sur le retail média. Je vois encore une fois Westfield communique beaucoup dessus. Il y a Klépierre qui se pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tous les acteurs doivent aller vers le retail média? La famille Mullier qui a ouvert la sienne, Intermarché aussi. Bonne ou mauvaise idée finalement? C'est l'offre qui est offrir des espaces publicitaires aux marques à une clientèle qui est dans un lieu de commerce susceptible de trouver un certain nombre des produits qui font l'objet de promotion sur le lieu même de l'achat. C'est une formidable opportunité pour les marques. Pourquoi on l'a pas fait avant? Ça fait longtemps que ça existe. Les réseaux publicitaires, Clear Channel, Cities et bien d'autres, oui, ça fait Jean-Claude Decaux, ça fait très longtemps qu'ils sont présents dans les centres commerciaux. Donc, non, ça, je pense que ça se renforce avec le digital. Maintenant, le marché publicitaire, il est soumis à une pression concurrentielle lui aussi, et pour l'instant plutôt en faveur du digital. Mais en tout cas, la FACT, elle travaille à essayer de faire connaître au contraire cette offre
aux médias, Bien aux sûr. médias planeurs, je veux dire, aux agences, aux annonceurs elles-mêmes. On a tout intérêt, en tout cas, au sein des adhérents de la FACT, à essayer de travailler de concert sur ces thématiques-là pour la promouvoir collectivement. Ouais, quand je disais pourquoi ça n'a pas été fait avant, évidemment, il y a toujours eu des écrans dans les centres. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'ils se l'approprient finalement. Un JC Deco ou Cities sont mis en concurrence parce qu'aujourd'hui, les retailers ont envie d'avoir leur propre régie pour pas perdre des 15-20% de marge. Et donc, c'est ça qui change aujourd'hui. Alors, on voit encore assez peu d'écrans publicitaires chez les retailers eux-mêmes. Je pense que là-dessus, les centres commerciaux et les retail parks ont encore une belle carte à jouer en termes de développement. Bon, maintenant, ce sera jamais des sources de revenus comparables à ce que sont les loyers, mais 3 dernières questions. Mmh. Est-ce que les centres doivent devenir des plateformes de services au quotidien, presque un hub urbain? En fait, parfois, je me dis oui, c'est une bonne idée. À la fois, faut pas qu'ils oublient ce pourquoi ils existent. Et quand tu vois potentiellement La Poste qui essaie d'avoir énormément de services supplémentaires, ou même Carrefour qui font du Carrefour Voyage, la banque, est-ce que les centres doivent aller faire justement ce service au plus près des citoyens? Alors, il l'était déjà à l'origine, en fait, hein. C'est très surprenant quand on regarde la genèse, en fait, des premiers centres commerciaux de France. Il y avait vraiment cette dimension multiservicielle avec potentiellement des lieux de culture. Et c'était même dans la vision de Victor Gruen, le père spirituel, on va dire, des centres commerciaux aux États-Unis. Donc, faut rappeler aussi qu'un très grand nombre de centres, notamment en Île-de-France, jouent vraiment le rôle de centralité urbaine, hein, dans toutes les villes nouvelles, Noisy-les-Arcades, Cergy-Trois-Fontaines, Saint-Quentin, Yvelines et j'en oublie, Créteil-Soleil, évidemment. En fait, ce sont les centres-villes des villes nouvelles. Donc là, il n'y a même pas de question. Mais je pense que c'est déjà une carte qui est jouée par énormément d'opérateurs. Attention au centre-ville, dans le même temps, de pas perdre ses fonctions, justement, de centralité et de service offerts à la population. Ça fait quand même partie, historiquement, des forces de ce que les centres-villes proposaient et des raisons d'y venir. 2 dernières questions, un peu tournées vers 2030. Je demande toujours conseil à nos invités. Aujourd'hui, nous, ce que j'aime avec la fac, c'est que j'ai l'impression que parfois on a un peu une vision similaire ou une volonté similaire, c'est qu'on place des stations dans les lieux à forte densité, mais autant dans le commerce du centre-ville que dans les aéroports, des gares, des grands centres co, pour pouvoir amener de la mobilité et faire en sorte que des gens puissent prendre chez Westfield et reposer au musée du Louvre, par exemple. Selon toi, c'est quoi notre carte à jouer dans le retail sur les prochaines années? Tu veux dire... One Flash. Honnêtement, c'est un service, je pense, qui répond à un besoin que chacun ressent bien au quotidien quand il voit sa batterie baisser. La force d'avoir un réseau très développé et présent dans les lieux clés de la mobilité. Bon, à mon avis, vous avez la bonne Maillage. stratégie et de belles perspectives de développement devant vous. Allez, dernière question sur les 45 qui me restent. À quoi ressemble un centre commercial performant en 2030 selon toi? En 2030, Ouais. diversifié dans son offre, aussi bien de services, de biens marchands que de loisirs et d'autres activités. Mieux intégré et mieux connecté à la ville que certains ne le sont aujourd'hui. Très solide sur les fondamentaux du parcours client. Ça, j'y reviens toujours, et je pense dès cette année 2026, ça va être vraiment une des clés quand même dans un contexte hyper concurrentiel. Il faut que sur le plan opérationnel, ce soit quand même très irréprochable. Encore une fois, ne pas donner de raison de ne pas venir. Et puis ensuite, l'événementialisation, la digitalisation, être capable quand même de communiquer différemment et par de nouveaux vecteurs vis-à-vis d'une clientèle qui est, contrairement aux idées reçues, très ouverte en fait à l'idée des centres commerciaux. Moi, je ne crois pas du tout au fait que les générations les plus récentes, Z et Millennials, soient allergiques aux lieux de commerce. Bien au contraire, on va d'ailleurs faire une étude cette année sur cette thématique-là. Et quand on avait déjà un petit peu sondé ces dimensions-là, on voit qu'en fait, ceux qui sont à la fois attachés et qui aiment les lieux de commerce, qui déploient aussi leur vie sociale et rencontrent des amis, ce sont les plus jeunes. Et donc ça me rend quand même foncièrement optimiste pour le devenir des lieux de commerce sous la réserve express. Et là, je pense aussi bien au centre-ville qu'aux centres commerciaux. Encore une fois, d'être toujours hyper solide sur les fondamentaux et de savoir diversifier leur offre de services, d'expérience et évidemment d'avoir des bons commerçants.
Allez, der. À titre personnel, qu'aimerais-tu qu'on dise, qu'on retienne de tes actions à la fac dans quelques années? Voilà, La der. propos testamentaire. Non. Non, je pense que je porte avec conviction et engagement le fait que les lieux de commerce, c'est pas de l'immobilier comme un autre. Chaque jour, il faut convaincre des gens de se déplacer et les conduire à faire le choix d'aller dans un endroit parce qu'ils en ont envie. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ils ont le choix de ne pas y aller et de faire autrement ou d'aller ailleurs. Donc, je trouve que c'est une belle mission. Et honnêtement, enfin, quand j'ai commencé dans ce secteur-là, voir que ça pouvait apporter en fait des choses aux gens. Et je parlais tout à l'heure de Caraï Sénard, quand il arrive dans la vie de ses habitants de Seine-et-Marne qui sont loin de Paris, loin de grandes villes. Et ben en réalité, oui, ça change et ça a un impact sur la vie des gens. Les centres-villes qui vivent bien, qui sont actifs, qui sont joyeux, ça a un effet sur le vivre ensemble. Et voilà, et s'il y a un truc dont je veux bien qu'on se souvienne, si un jour on doit repenser à moi, mais il n'y a aucune obligation, je ne tiens pas particulièrement, ça sera de dire que oui, j'ai été très engagé pour convaincre tout le monde que c'est pas des lieux purement transactionnels, mais que ce sont vraiment des lieux du vivre ensemble et que notre société en a plus besoin que jamais. Mille merci Christophe. Merci à toi Lucas, vraiment avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.